Ban Ki-moon, Babacar Gaye a démissionné ce mercredi après une série d'accusations d'abus sexuels contre des enfants commis par les casques bleus. Cette annonce intervient au lendemain de l'ouverture d'une enquête sur les accusations de viol contre une fillette et de l'homicide d'un adolescent de 16 ans et de son père qui aurait été commis par des casques bleus des Nations Unies au cours d'une opération armée à Bangui début du mois d'août. Mais ce départ est diversement apprécié dans l'opinion publique. Pour certains, la démission de Babacar Gaye risque d'impacter négativement sur le processus de paix en cours dans le pays. Mais pour d'autres, il fallait une réaction forte des Nations Unies face aux accusations de viol. Limogeage du chef de la MINUSCA en Centrafrique, quelles conséquences pour le processus de paix dans le pays? Ce sera le premier thème à aborder au cours de cette émission. Pour notre deuxième thème, nous nous rendrons au Bénin, où depuis quelques semaines, le gouvernement et l'Assemblée nationale se renvoient la balle au sujet de la levée d'immunité, de l'immunité du député Barthélémy Cassa dans le cadre d'une affaire de détournement de plus de 8 milliards de francs CFA mis à disposition par les Pays-Bas pour un projet d'adduction d'eau potable. Tentative de levée d'immunité du député Barthélémy Cassa au Bénin. Le gouvernement et l'Assemblée nationale se rejettent la responsabilité. Ce sera notre deuxième thème du jour. Mais avant de débattre de ces différents sujets, Madame, Monsieur, je vous propose ici de suivre le flash d'information. Les chefs d'État des pays d'Afrique australe se réunissent ce lundi en sommet au Botswana pour discuter de la crise alimentaire qui frappe la région où plus de 20 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire contre la chute de la production agricole. La Namibie, le Botswana, le Malawi et le Zimbabwe sont les pays les plus touchés par ces pénuries alimentaires. L'épidémie d'Ebola qui a tué des milliers de personnes en Afrique de l'Ouest et provoqué une catastrophe humanitaire et économique pourra être vaincue d'ici la fin de l'année si les efforts déployés se poursuivent selon la chef de l'OMS. Margaret Chan a mis en garde les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qu'il pourrait encore y avoir des revers. Au Nigeria, le président Buhari a donné 3 mois à ses forces armées dont plusieurs nouveaux hauts responsables ont prêté serment ce jeudi pour en finir avec les insurgés de Boko Haram. L'insurrection de Boko Haram et sa répression ont fait plus de 15 000 morts et 1,5 million de déplacés depuis 2009. En Centrafrique, le chef de la mission de l'ONU, Ban Ki-moon, le chef de la mission de l'ONU, Babacar Gaye, du moins, a dû céder sous la pression de Ban Ki-moon. Babacar Gaye a donc démissionné ce mercredi après une série d'accusations contre les casques bleus, mais une démission diversement appréciée à Bangui, dans la capitale centrafricaine. Limogeage du chef de la MINUSCA en Centrafrique, quelles conséquences pour le processus de paix dans le pays? C'est le premier thème que je lance en débat après ce générique. Pour analyser les sujets proposés ce jour, j'ai sur ce plateau Donkla Mabalo, journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donkla Mabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour également à l'autre Joël. Joël Yetondi, mon compagnon de tous les jours. Joël Yetondi, bonjour et merci de rester fidèle à Sika Infomag. Bonjour à vous, bonjour Donkla. Bonjour. Donc là, Mabalo, selon vous, le limogeage du général Babacar Gaye en Centrafrique est-il vraiment la solution au problème de viol dont on accuse les casques bleus dans ce pays? Bien, merci de me donner la parole. Lorsque vous parlez de limogeage, je veux juste ajouter simplement que cela ne s'est pas fait sans l'accord du général Babacar Gaye en question, parce que... Oui, mais on lui a exigé sa démission. Oui, vous savez, on peut lui a dit qu'il faut démissionner. On le lui a dit, d'accord, mais il a eu l'honnêteté, n'est-ce pas, de participer à son propre limogeage. Pour moi, c'est déjà important. Est-ce qu'il pouvait faire autrement? C'est une décision du chef. Il pouvait ne pas prendre la responsabilité morale de ce qui s'est passé en Centrafrique et laisser le secrétaire général de l'ONU prendre la décision à sa place. Ce n'est pas impossible. C'est déjà arrivé par ailleurs. Donc pour moi, c'est important de saluer la volonté même du général Babacar Gaye d'avoir participé, n'est-ce pas, à son propre limogeage. Maintenant, il faut dire que c'est quand même une personnalité de poigne au niveau de la Centrafrique. Et ça, la présidente de la transition elle-même l'a reconnu, même si dans le milieu politique centrafricain, certains ont beaucoup de reproches à faire au général Babacar Gaye, parce que simplement, il fait de l'intrusion dans certaines affaires qui ne le concernent pas directement. Donc les gens pensent qu'il était trop présent dans la vie politique en Centrafrique. Donc pour moi, par rapport à ça, c'est une décision très importante, mais je crois qu'il fallait en arriver là pour
blanchir les Nations Unies, parce que les Nations Unies sont un peu trop impliquées dans certaines choses. Renvoyer Babacar Gaye, est-ce que c'est vraiment la solution, puisque ce n'était pas lui le responsable direct? Mais on aurait pu finaliser les enquêtes et chercher les vrais auteurs de ces viols et les punir. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité morale. Et j'espère que nous allons aborder cette question dans le cas du Bénin, que vous avez annoncé tout à l'heure. Lorsqu'on vous confie une certaine responsabilité, que vous n'arrivez pas à maîtriser vos troupes, et vos troupes qui se montrent responsables dans certains actes, vous emportez à leur place la responsabilité. Donc c'est tout à fait normal. Je crois que pour l'évolution de ce dossier, il était important de taper du poing sur la table et de prendre certaines décisions fortes. Et même si ce n'est pas la solution, c'est peut-être l'une des solutions à cette situation. Mais ce que je regrette, c'est quoi? C'est que je n'ai pas eu cette célérité du secrétaire général des Nations Unies dans le cas du Mali, avec les forces françaises qui se sont rendues coupables aussi de certaines pratiques, dénoncées ça et là. Et lorsque le président français a effectué sa tournée en Afrique, vous allez remarquer que ce sont des journalistes français qui lui ont posé la question de savoir le comportement que la France a eu face à ce qui s'est passé au Mali. Ce n'étaient pas des journalistes africains, voyez-vous. Donc le président français a dit ce qu'il devait dire. On a rappelé certains soldats français en France, mais les Nations Unies n'ont pas été aussi péremptoires qu'elles l'ont été en Centrafrique. Et là, je pense que... Selon vous, la sanction contre Babacar Gaye... oui, il y a eu deux poids, deux mesures. Il y a eu deux poids, deux mesures. Tout simplement parce qu'il est africain à diriger, c'est ce que vous voulez dire? Je laisse à Joël le soin de le dire. Non, mais c'est vous, parce que il a l'habitude de vous le demander. Oui, mais il y a quand même eu un traitement inéquitable. Et ça, il faut dénoncer la chose. Si on a eu cette possibilité en Centrafrique d'être aussi intransigeant, il aurait fallu le faire plus tôt avec la France dans le cas du Mali. Joël Yetonji, Babacar Gaye démissionne sous la pression de Ban Ki-moon. Est-ce vraiment la solution par rapport à cette accusation de viol contre les casques bleus? Non, unanimement, on reconnaît. Même les Nations Unies savent que ce n'était pas la solution. La solution, elle est ailleurs. Il faut essayer d'identifier les responsables, les punir, les sanctionner de la manière la plus forte, de sorte à décourager ceux-là qui ont de ces genres de penchants. Mais ceci dit, il faut reconnaître que dans le cas d'espèce, il fallait poser un acte. C'était en Centrafrique comme le viol de trop et les faits associés étaient comme des scandales de trop. Il fallait donc sévir, punir de la manière la plus forte. Et qui punit alors que les enquêtes n'ont pas encore abouti? Toute réflexion menée, on s'est rendu compte qu'il y a quand même la responsabilité morale de Babacar Gaye qui était engagé. Il fallait frapper. Comment se fait-il que lui, à la tête de cette troupe, n'a pas pu maîtriser ses hommes et qu'on découvre de plus en plus à la braguette un peu trop facile, à brandir à la moindre occasion fortuite? Donc l'homme à punir, dans le cas d'espèce, pour rassurer les uns les autres, c'était lui. Et vous l'avez constaté par la suite, la réaction des Centrafricains ne s'est pas fait attendre. Il y en a qui ont pratiquement jubilé du fait de son départ. Il y avait d'autres raisons à cela, de par cette réaction qu'on a observée au niveau des Centrafricains. Mais ça a permis de calmer les ardeurs, parce que le pire pouvait arriver. Est-ce que ça a vraiment permis de calmer les ardeurs? Oui, parce on sait que les auteurs de ces crimes sont toujours tapis dans l'ombre. Les ardeurs, je ne parle pas de ces soldats onusiens qui ont... Et ça ne veut pas dire aussi que les viols vont cesser également. Tout à fait, mais je dis ça a permis de calmer les ardeurs, non pas dans le rang des soldats onusiens, du côté des Centrafricains. Pourquoi? Parce que le pire pouvait arriver. Laisser faire, ça pouvait amener quelques Centrafricains, vous le savez très bien, qui ont encore des âmes en main, de demander autre chose. Demander le pire, c'est demander à la MINUSCA de plier bagage. Ça, ce n'est pas exclu. Et ça va être difficile à gérer. On sait, même si ce n'est pas le calme que nous souhaitons tous, il y a un calme relatif aujourd'hui en Centrafrique. Et la MINUSCA a contribué pour beaucoup. Le général Babacar Gaye, par son travail, a contribué pour beaucoup. Et pour éviter que ce soit ça, on demande d'abord à l'ONU. L'ONU a pris ses responsabilités, à concéder ce qu'on peut concéder. Anticiper. Alors, s'il s'avérait que plus tard, on découvrait les vrais auteurs de ces crimes, qu'est-ce qu'on fera de Babacar Gaye? Est-ce qu'il sera réhabilité dans ses fonctions ou bien il entre dans les dommages collatéraux? Non, le problème, ce n'est pas Babacar Gaye de cette décision, ce n'est pas lui. C'est d'abord la Centrafrique
et ensuite l'institution onusienne. Pourquoi? Parce que Babacar Gueye, on doit aussi le souligner, c'est un grand homme, ancien chef d'État sénégalais. Il a longtemps porté avec fierté les drapeaux sénégalais. Mais au-delà, c'est l'homme qui, depuis 2005, était aux côtés des Nations Unies et les a fièrement accompagnés. On l'a vu au front en Irak, où franchement, c'est le chaos. Si l'homme était indiscipliné, on allait entendre parler de lui en mal depuis. On l'a vu aussi en Syrie, où c'est le chaos. On l'a vu au Liban, on l'a vu en RDC. C'est un grand homme qui fait la fierté de l'Afrique, tout bonnement. Donc, ce n'est pas lui qui était visé à travers cette décision. À travers cette décision, je trouve plutôt... Tel que c'était fait, est-ce que c'était pas lui qui... Non, c'est ça. Nous avons le devoir de... Non, c'est heureux que nous abordons le sujet. Et donc, là, me l'a souligné tout à l'heure, et j'ai complété. Non, il faut restituer à l'homme ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est ça qu'on a présenté en peu de mots. On peut consacrer un débat pour l'homme pendant 1 heure et plus. C'est un grand homme qu'il faut respecter. Et je pense que ça, on le sait. Mais il y a eu des gens qui ont d'autres idées derrière la tête, qui ont voulu faire montrer autre chose. Ça, on comprend leur raison. On ne va pas vraiment nous appesantir sur le cas. Mais ce que les Nations Unies ont voulu sauvegarder et qu'il faut aussi restituer, c'est la paix en Centrafrique. Ne l'oublions pas, nous sommes à 2 mois des élections. Et qui nous dit que si on ne prend pas garde, le pire ne va pas arriver. On peut toujours mettre le feu aux poudres. Il y en a qui n'ont pas intérêt à ce que la stabilité soit. Il y en a qui n'ont pas intérêt à ce qu'on aille aux élections. Maintenant, il faut éviter tout ce qui peut perturber cette quiétude. Et en cela, ils ont pris cette décision, ils ont dû sacrifier quelqu'un. Il a été simplement sacrifié, mais ce n'est pas lui la cause de ce qui se passe à abattre. À immoler pour la paix en Centrafrique. Alors donc là, Mabalo, s'il arrivait qu'on trouve plus tard les vrais auteurs de ces crimes, Babacar Gueye, quel sera son sort? Est-ce qu'il sera réhabilité dans ses fonctions? Non, vous savez, monsieur Babacar Gueye, le général Babacar Gueye est un fonctionnaire des Nations Unies. Et Joël l'a rappelé, il a un passé glorieux dans le système des Nations Unies. Et je crois que là, il a joué juste le rôle de fusible. Fusible pour voir plus clair. Parce que sa personnalité est telle que sa présence en Centrafrique fait bouger beaucoup de lignes. Et ça peut aussi faire bouger des lignes dans le mauvais sens. Donc, un fonctionnaire des Nations Unies, avec le passé qui est le sien, on peut le retrouver à servir ailleurs, à servir sous d'autres cieux. Je crois que les Nations Unies, c'est plusieurs nations représentées. Il y a beaucoup absolument, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de missions qu'on peut confier au général Babacar Gueye. Je crois que c'est très stratégique. Les Nations Unies ont eu l'occasion de polir leur image et ces Nations Unies là, notamment le secrétaire général des Nations Unies, n'a pas raté l'occasion, n'est-ce pas, de présenter un visage ferme des Nations Unies. Au cours d'une interview, il a dit clairement qu'il ne peut pas traduire en mots la colère qui est la sienne par rapport à cette situation et qu'il est important, n'est-ce pas, que les Nations Unies puissent montrer du doigt ceux qui arrivent à se rendre coupables de ce genre d'actes là où on les envoie. Donc, je peux vous dire, c'est une action cosmétique, je veux dire, des Nations Unies. On a essayé, n'est-ce pas, de prendre cette situation-là pour présenter un visage des Nations Unies. Mais ça n'efface pas tous les crimes. Parce que moi, j'appelle ça des crimes. Lorsque vous allez à violer des mineurs, lorsque vous allez même commettre des homicides sur des gens de moins de 20 ans avec leurs parents, ça c'est un crime. Et il faut poursuivre les enquêtes. Il faut poursuivre les vrais responsables. Mais quand on le dit en même temps, c'est quoi? C'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et je suis presque certain que ça ne sera pas la dernière fois. Parce que lorsqu'on envoie des soldats sur un terrain de guerre, vous ne pouvez pas imaginer quel est leur état d'esprit. Donc c'est des gens qui côtoient la mort à chaque seconde. Et dans cet état d'esprit-là, il se donne la latitude de poser certains actes. Et c'est très vite arrivé qu'il voit, je sais pas, des jeunes filles bien bâties et tout le reste, et qu'ils aient des pulsions. Ça, c'est humain. Mais on peut condamner ça. Parce que ce n'est pas leur mission. Et ils sont envoyés sur ces terrains de guerre-là pour semer la confiance et non la peur. Et le secrétaire général des Nations Unies a été clair sur ça. Tous ceux qui sont là pour semer la peur au lieu de la confiance, eh bien ceux-là seront sortis des rangs des soldats de l'ONU. Le problème qui se pose aujourd'hui ne doit pas amener les Nations Unies à repenser justement au fonctionnement de ces casques bleus, parce que ce sont des êtres humains également qui partent 6 mois, 9 mois, 1 an. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sans être proches de leurs épouses. Non mais attendez, ce que vous dites là... C'est une interrogation que je pose. Vous ne pouvez même pas vous poser ce genre de questions. Est-ce qu'on ne peut pas repenser au fonctionnement des casques bleus? Vous auriez voulu que les casques bleus se déplacent avec leurs épouses?
C'est une question que je Ou bien vous pose. vous auriez voulu que sur le terrain de guerre, on leur donne la possibilité d'avoir... Parce qu'avec la répétition justement de ces crimes, parce que ce n'est pas le Mali, c'est pas aujourd'hui la première fois. Ça s'est passé en Haïti, ça s'est passé dans beaucoup d'autres pays, en Somalie. À chaque fois qu'il y a eu un déploiement des casques bleus des Nations Unies, on parle de viol. Est-ce qu'il ne faut pas repenser la chose? C'est aux soldats envoyés au front de prendre leurs responsabilités et de prendre la mesure de la mission qu'on leur a confiée. Parce que les femmes, c'est vrai qu'on en a besoin. Certes, ça fait partie de l'équilibre. Mais à certains moments, lorsque vous vous retrouvez dans certaines situations, vous arrivez à oublier cette obligation psychologique. Ah, mais donc là, vous savez, on parle de 6 mois, de 9 mois, mais on parle de guerre de aussi. 2 ans de mission. On parle de guerre. Pour des Donc, êtres bâtis. Vous êtes sur des hommes bâtis, des jeunes, justement. Je crois qu'on n'a jamais recruté les gens dans l'armée sans leur faire comprendre leurs obligations ou leurs obligations, parce qu'il y en a plusieurs. Et lorsque vous prenez sur vous la responsabilité d'aller sur un terrain de guerre, c'est que vous avez pris la mesure de votre mission. Et si c'est 6 mois, écoutez, vous pouvez faire le sacrifice de 6 mois, ce n'est pas impossible. Ça n'a jamais tué personne. Mais vous savez, et aucun médecin ne peut vous dire aujourd'hui que parce que vous vous êtes abstenu pendant 6 mois... peut-être pas votre mentalité. Mais nous allons prendre l'avis. Bon, d'accord. Prenez l'avis de Joël, mais je crois que c'est pas parce qu'on s'est abstenu pendant 6 mois qu'on va mourir. La répétition de ces faits de viol, est-on dit, Joël, est-ce que cela n'amène pas à repenser au fonctionnement des casques bleus? Parce que ce n'est pas la première fois. À Centrafrique, on en a eu en Somalie, en Haïti, au Mali, au Burkina Faso, un peu partout. Est-ce que cela n'amène pas à repenser au fonctionnement des casques bleus? Certainement, il faut repenser le fonctionnement. Aller sur un autre terrain, le terrain du recrutement, je pense. C'est des nations constituées qui composent aujourd'hui l'ONU. Cette délégation, il va falloir que, à la base, pour le recrutement, qu'on fasse vraiment les enquêtes de moralité requises. Qu'on recrute des gens qui n'ont pas de ces genres d'élan, c'est ce que vous... Non, on peut le faire, vous voyez. Est-ce que vous pensez que ça va être facilement détectable? Vous savez, le problème que ça pose, le problème est plus épineux. Ça pose le problème aujourd'hui du mode de recrutement au sein de nos armées. Parce que c'est des armées constituées et individuellement, les pays pris. Mais vous constatez les dérives, c'est tous les jours. Vous prenez les États, c'est parce qu'il s'agit de l'ONU qu'on en parle aujourd'hui. Mais quand vous prenez chaque pays individuellement, mais ce que les gens font, on les envoie pour sécuriser, mais c'est pour faire autre chose. Et les populations ont peur d'aller se plaindre. Il ne faut plus que les gens aillent à l'armée parce qu'ils n'ont pas d'autres issues. Écoutez-les en catimini, écoutez-les en apathie, ils vont vous le dire. Je n'ai pas d'autres issues, il fallait que je me positionne. On est allé à l'armée pour ça. Il n'y a pas que l'armée. Au niveau du secteur éducatif, des secteurs sensibles comme ces secteurs, la santé, on ne doit pas y aller en aventure. Et ensuite se constater, se rendre compte que... Oui, parce que ça c'est un problème que nous avons, le mot de recrutement, à tous les niveaux. Mais tant qu'on ne va pas le faire en amont, on va rencontrer ces gens de problèmes. Et en dehors de ça, aujourd'hui, le problème est là, le verre est dans le fruit. Il faut un accompagnement psychologique au quotidien. Vous avez compris comment un onusien prend son arme et puis ouvre le feu sur les autres. Et jusqu'à présent, on n'a pas pu élucider. Les enquêtes se poursuivent. Mais ça risque d'arriver. À un moment donné, l'homme est vraiment dépassé. Et il a tellement tiré, sans comprendre pourquoi il est obligé de tirer, qu'à un moment donné, il a ouvert le feu sur les autres. Peut-être, je ne sais pas. Donc je pense qu'en dehors du travail qu'on doit faire individuellement au niveau de chaque État, ensuite il doit y avoir un appareil de filtrage au niveau de l'ONU même. Pour voir les enquêtes de moralité, il y a des systèmes aujourd'hui très fins qui permettent d'éprouver le soldat et constater sa capacité de résistance. Parce que si moi, effectivement... Il y a la difficulté du travail qui est abattu par les casques bleus. Je ne refuse pas. Comme je le dis, 6 mois sans... C'est possible, c'est ce que je dis. C'est l'abstinence, c'est possible. Des raisons peuvent vous amener. Ce sont des êtres humains. Mais que feriez-vous? Vous savez que est-ce que vous savez qu'en ménage, il y a des femmes qui n'ont pas trouvé, qui n'ont pas pu concevoir au bout de temps et pour certains traitements, on demande à l'homme de pouvoir permettre à la dame plutôt de prendre un repos d'1 an. Pendant 1 an, vous allez chercher une autre femme au dehors, mais ça ne fait pas responsable. On doit pouvoir se contrôler. C'est difficile, mais je reconnais. Si vous sentez que vous êtes de type, quand vous regardez certaines choses, et puis ça commence à bouger en bas, ne regardez pas. Quand vous constatez que ça passe à côté de vous, ne regardez pas. Il faut se connaître. On a besoin de se contrôler. Mais il faut les accompagner dans ce système. Vous faites sourire donc là, Balo. Nous allons revenir dans le vrai débat. Juste dire un petit mot. C'est vrai que
il y a l'esprit de responsabilité, d'accord? Mais quelles que soient les enquêtes de moralité que vous faites sur les gens, vous n'expliquez pas certaines réactions à certains moments. Ça dépend des contingences et de l'état d'esprit, je le dis encore. Alors, on peut trouver une solution dans la sanction. Dans la sanction. Parce que, comme on dit souvent, les textes, vous prévoyez les infractions et vous prévoyez en même temps les peines. Donc, chacun sait à quelle peine il s'expose en allant dans telle ou telle autre infraction. Je connais un pays africain, je ne vais pas le nommer, un pays africain dont des soldats ont été envoyés sur le terrain et ces soldats-là se sont, je ne sais pas, révélés dans des actes de très bas niveau. Ils se sont mis à enceinter les femmes et tout le reste. Et on a dressé une liste de ces soldats qu'on a renvoyés au pays. Ces soldats sont interdits de mission onusienne pendant une longue durée avec des sanctions au niveau de l'ONU et des sanctions au niveau de leur pays. Ça, c'est aussi une solution probable et possible. Donc, lorsque les gens sont conscients des risques qu'ils prennent, eh bien, quand ils prennent ces risques-là, ils sont frappés. Il faut et quand on ne punit pas, on ne peut pas aller de l'avant. C'est la même chose pour la corruption. C'est l'impunité qui favorise la corruption. Donc, on peut dresser un tableau comme ça pour pouvoir régler la situation. Donc, Lamine Ballo, Joël Yetondy, je vous propose de suivre ce reportage qui revient sur la démission forcée, si on peut le dire ainsi, de Babacar Gaye. Suivons ensemble. Babacar Gaye, le chef de la mission de l'ONU en Centrafrique, renvoyé. Ce Sénégalais de 64 ans a dû remettre sa démission mercredi à la demande du secrétaire général de l'ONU. Il fait ainsi les frais de la série d'accusations d'abus sexuels contre des enfants commis par des casques bleus en Centrafrique. Je veux que les victimes sachent que nous nous efforcerons de faire respecter la responsabilité de notre institution afin de préserver leur sécurité et leur dignité. Aux victimes, je dis, nous sommes avec vous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Sachez que nous ferons tout notre possible pour répondre à ces crimes scandaleux. Pour Ban Ki-moon, il s'agit avant tout ici de redorer l'image de l'ONU. Aussi, les faits incriminés ne resteront pas impunis s'ils s'avéraient exacts. L'exploitation sexuelle et l'abus de pouvoir n'ont pas leur place aux Nations Unies, qui se bat pour les droits des femmes et des enfants dans le monde. Notons que l'annonce du renvoi de Babacar Gaye intervient au lendemain de l'ouverture d'une enquête sur des accusations de viol contre une fillette et de l'homicide d'un adolescent de 16 ans et de son père qui aurait été commis par des casques bleus au cours d'une opération armée à Bangui début août. Parallèlement, la France poursuit ses enquêtes dans le pays sur des allégations d'abus sexuels commis sur des enfants entre décembre 2013 et juin 2014 par 14 soldats français qui faisaient partie de l'opération Sangaris. Voilà, les enquêtes se poursuivent donc pour détecter les auteurs de ces crimes. Mais quelles pourront être les conséquences, Joël Yetondy, de cette démission, de ce limogeage de Babacar Gaye sur le processus de paix en Centrafrique? Oui, j'avais aussi de craintes comme vous. J'avais de craintes, mais très rapidement, je me suis rebiffé. Je suis aujourd'hui apaisé. Mais avant de dire pourquoi je suis apaisé, je vais rapidement souligner que c'est une sortie, cette tardive de Ban Ki-moon, mais elle est heureuse et rassurante. Elle a dit, on ne peut plus continuer à tolérer de ces actes. Et ces crimes, les a qualifiés de crimes, ne seront pas impunis. Les enquêtes se poursuivent et qu'on connaîtra la vérité. Vivement qu'il en soit ainsi. Il a ajouté qu'il faut redorer l'image du système des Nations Unies. Et ça aussi, c'est très important. Alors, je dis que je suis aujourd'hui rassuré pour la Centrafrique parce que, après Babacar Gaye, qui pourra le remplacer? Mais on a choisi un homme de poigne qui a fait aussi ses preuves. Et ensuite, beaucoup se sont dit qu'on va parachuter quelqu'un d'un autre bord là, pour ne pas être plus clair, pour dire que c'est parce que c'est un noir que c'est arrivé. Aujourd'hui, on a essayé de taire ces polémiques-là. C'est un Africain qu'on a encore parachuté, parfait Onyanga, qui a longtemps fait ses preuves. Je pense qu'il sera au-dessus, être au-dessus de la mêlée. Il sera conduit cette mission à terme, parce qu'il ne reste plus suffisamment de temps. Il faut quelqu'un de suffisamment responsable. Et je pense que Parfait remplit ces conditions et que dans ce qui a été fait et qui a été reproché au général, à savoir qu'on le trouve parfois présent là où il ne doit pas être, lui saura tirer leçon de ceci. On portera à son attention le rapport qui reproche un certain nombre de choses au général et en jouant à l'équilibriste,
on peut conduire la Centrafrique à son port. Ce nouveau représentant spécial aura vraiment l'élan qu'il faut, comme Babacar Gaye, pour s'imposer justement, pour ramener vraiment à la paix en Centrafrique, parce que toute la question est là. La dernière déclaration de Babacar Gaye... Il faut également un temps pour maîtriser, pour cerner tous les dossiers, justement, oui. en instance. L'homme qui fait la fierté du continent, et singulièrement du Sénégal, a ajouté dans sa déclaration récente qu'il reste disposé à collaborer avec celui qui va le remplacer. Je trouve que c'est un élément d'appoint qui peut beaucoup aider. Donc c'est à parfait de savoir faire profil bas et parfois, quand il a besoin, de celui qui est venu remplacer pour mener à bon port sa mission. Mais ceci dit, il faut reconnaître que même les frères jumeaux ne se ressemblent pas. Ils ne feront jamais les mêmes choses. Il va s'essayer. Donc là, Mabalo, les conséquences immédiates de cette démission de Babacar Gaye sur le processus de paix en Centrafrique? Il n'y aura aucune conséquence. Je vais peut-être vous surprendre, mais vous mettez trop d'espoir en ce monsieur. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a des pouvoirs, certes, et il est présent dans la plupart du système du pays, mais la vraie paix en Centrafrique ne reviendra que par, je ne sais pas, la responsabilité des Centrafricains eux-mêmes. Je ne sais pas quel est, si c'est le représentant spécial qui viendra avoir une influence sur la paix en Centrafrique, non. Mais les Centrafricains, qu'est-ce qu'ils font réellement, chacun à son niveau, pour pouvoir amener la paix en Centrafrique? Je ne comprends pas pourquoi. Ça, c'est un exemple. Pourquoi est-ce que François Bozizé, par exemple, veut revenir encore à la tête de ce pays? Je ne sais pas. On a besoin d'un François Bozizé pour calmer ces hommes armés aujourd'hui. Oui, mais il doit pouvoir... C'est-à-dire que c'est le problème africain. Nous devons pouvoir aller au-delà de notre propre personne. Il y a beaucoup de protagonistes dans la crise centrafricaine. Mais aujourd'hui, on a été obligé de repousser, de prolonger la transition. Parce que les gens n'arrivent pas à s'entendre. Mais l'intérêt général du pays devrait être au-dessus de tous les intérêts particuliers. Et si François Bozizé doit pouvoir s'effacer, lui, sa personne, pour permettre à la Centrafrique d'aller de l'avant, pourquoi ne le fait-il pas? Il n'y a pas que lui en Centrafrique. Il n'y a pas que Catherine Panza qui a fait la transition. Il n'y a pas que, je ne sais plus comment il s'appelle. Michel Djotonia. Exactement, il n'y a pas que en Centrafrique. Donc je pense que la paix dans ce pays dépend plus d'eux que du représentant spécial des Nations Unies. Lui, il a un rôle de facilitateur, il a une mission au niveau des Nations Unies et il doit assumer sa mission. S'il échoue, on va le rappeler, c'est tout. Donc les Centrafricains n'ont qu'à prendre leur destin en main. C'est tout. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure, au moment où Babacar Gaye déposait sa démission, la communauté des États de l'Afrique centrale prolongeait le mandat justement du gouvernement de transition jusqu'au 30 décembre 2015. Alors est-ce cette prorogation de mandat équivaut à une caution donnée à la tenue des prochains scrutins dans ce pays? Le contraire m'aurait surpris particulièrement, parce que la situation en Centrafrique telle qu'elle était ne pouvait pas permettre d'organiser les élections. J'ai déjà suivi un débat ici. Les ayant été prévues pour le mois d'octobre et que on n'aurait pas pu. La transition finissait le 17 août, il fallait nécessairement prolonger cette transition. Oui, mais vous avez vu qu'on a prolongé jusqu'en décembre. Jusqu'au 30 décembre, c'est vraiment la limite. On a prévu jusqu'au 30 décembre. Oui, ça veut dire que l'échéance d'octobre n'était pas envisageable à cause de la situation en Centrafrique. Donc organiser les élections en octobre aurait été une catastrophe. Oui, mais aujourd'hui, tel que poussé jusqu'au 30 décembre, est-ce une caution donnée pour qu'il y ait vraiment ces élections en octobre, le 17 octobre? Je crois que c'est un temps donné, c'est une prolongation donnée, une possibilité donnée à ceux qui doivent organiser les élections en Centrafrique de prendre la mesure de leurs responsabilités et d'organiser réellement le scrutin à cette date-là. C'est un bonus qu'on leur a donné. Et pour moi, c'est important parce qu'il y a suffisamment trop de problèmes en Centrafrique pour aller directement aux élections. Mais je veux croire, et j'espère réellement qu'à la date du 30 décembre, on aurait aplani toutes les difficultés pour permettre d'aller aussi vers ces élections-là. Non, et moi j'ai des doutes. Si les élections ont lieu le 17, donc le 30 décembre, la transition finit. Oui. On passe la main au nouveau gouvernement, mais au nouveau président. Est-ce que les élections... Vous savez, le problème que j'ai, personnellement... Est-ce que les élections auront vraiment lieu? Est-ce que dans l'ambiance, dans les conditions qui sont celles actuelles, est-ce que les élections pourraient avoir lieu? Et c'est là que je dis... Michel Djotonia, François Bozizé et tout le reste devraient pouvoir vraiment s'asseoir maintenant. Parce qu'il y a déjà eu des discussions sans eux.
Et on avait déjà dit que ça ne peut pas prospérer sans eux. Donc ils doivent être amenés autour de la table et discuter réellement avec tous les acteurs politiques pour sauver la Centrafrique. C'est très important. Sinon, on va continuer les débats sur la situation en Centrafrique. On n'aura pas de solution parce que les gens veulent s'accrocher au pouvoir. On va tourner en rond. Voilà. Alors, Joël Yetonji, est-ce une caution, selon vous, que l'on proroge le mandat de cette transition en Centrafrique? Est-ce une caution pour la tenue réelle du scrutin en octobre prochain? Bon, non. Je ne trouve pas ça comme une caution, je trouve ça comme de l'anticipation réfléchie. L'organisation régionale a plutôt bien fait. Voyez-vous, le 17 octobre, il rendait le tablier. Et on conduit... le 17 août, plutôt, il rendait le tablier. Et on conduit le peuple centrafricain aux élections en octobre. Imaginez un scénario où les gens vont aux urnes, et puis ensuite c'est le chaos. On ne souhaite pas, mais ça peut arriver dans les conditions actuelles. Et qui sera là pour porter encore le pays et accompagner le pays? Il n'y en aura pas. Mais dans le schéma actuel, il y aura quelqu'un, comme en tout bon régime, où le pouvoir est finissant, on sait, mais veille au gré jusqu'à ce que l'homme élu prend les rênes. Donc je pense que ça fait un peu de la sagesse que d'aller vers cette option. Maintenant, c'est à souhaiter effectivement qu'à la date indiquée, que les Centrafricains acceptent effectivement d'aller aux urnes et que chacun arrive à comprendre que ce qui se joue aujourd'hui, il s'agit au-delà des individus, mais il s'agit d'une nation. Et c'est important que chacun essaie d'oublier son ego, qu'on arrive à sortir la Centrafrique de l'ornière. Merci Joël Yetonji, merci. Donc Lamin Balo, madame, monsieur, ce sera tout pour le premier débat de cette émission qui se poursuit. Voici à présent un nouveau point de l'actualité, c'est le flash d'information. Les chefs d'État des pays d'Afrique australe se réunissent ce lundi en sommet au Botswana pour discuter de la crise alimentaire qui frappe la région où plus de 20 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire contre la chute de la production agricole. La Namibie, le Botswana, le Malawi et le Zimbabwe sont les pays les plus touchés par ces pénuries alimentaires. L'épidémie d'Ebola qui a tué des milliers de personnes en Afrique de l'Ouest et provoqué une catastrophe humanitaire et économique pourra être vaincue d'ici la fin de l'année si les efforts déployés se poursuivent selon la chef de l'OMS. Margaret Chan a mis en garde les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qu'il pourrait encore y avoir des revers. Au Nigeria, le président Buhari a donné 3 mois à ses forces armées dont plusieurs nouveaux hauts responsables ont prêté serment ce jeudi pour en finir avec les insurgés de Boko Haram. L'insurrection de Boko Haram et sa répression ont fait plus de 15 000 morts et 1,5 million de déplacés depuis 2009. Nous sommes de retour sur ce plateau au Bénin. Le gouvernement et l'Assemblée nationale se renvoient la balle depuis quelques semaines au sujet de la levée de l'immunité du député Barthélémy Kassa dans le cadre d'une affaire de détournement de plus de 8 milliards de francs CFA mis à disposition par les Pays-Bas pour un projet d'adduction d'eau potable. Tentative de levée de l'immunité parlementaire du député Barthélémy Kassa au Bénin. Le gouvernement et l'Assemblée nationale se rejettent la responsabilité. C'est le thème que porte le deuxième débat juste après ce générique. Le débat se poursuit avec donc Lamin Balo et Joël Yetonji. Joël Yetonji, alors vous avez suivi, vous êtes très au fait de cette actualité au Bénin. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce jeu de ping-pong épistolaire entre le chef de l'État béninois et le président de l'Assemblée nationale? Aujourd'hui, certes, le dossier a évolué, mais avant, il y a eu beaucoup d'échanges de correspondance, comme si au sommet de l'État, on ne maîtrisait pas la règle, la procédure pour traduire un ministre devant la Haute Cour de justice. Merci beaucoup. J'ai aimé, vous avez ajouté comme si. Non, on maîtrise, c'est de la politique, la haute politique. Et, excusez-moi, je respecte l'homme. Je veux parler du chef d'État béninois, Thomas Bouniaï. On a tout reproché à l'homme, mais c'est un fin homme politique. Oui, il l'a dans la peau. Quand vous l'observez très bien, s'il faut aller vraiment à une école, je pense que après son mandat, s'il crée une école en politique, vraiment il va former des gens. Oui, l'homme a de la manière, il a du tact. N'oublions pas que l'homme dont on parle aujourd'hui, le député ministre Barthélémy Kassa, est l'un de ces hommes de main. Et il faut faire les choses avec la manière et ne pas donner l'impression qu'on est soi-même en train de le livrer. Donc, il agit comme il devrait agir. Si le président de l'Assemblée nationale bondit là-dessus et il s'approprie le dossier, c'est lui qui décide de la poursuite. Après, quand on va parler, il pourra le dire à son protégé. Mais écoutez, moi j'ai voulu t'accompagner, mais tu as vu comment ça s'est passé. En tout cas, moi j'y lis de la politique. Mais l'autre, c'est un homme de droit. Il s'y connaît.
Elle a dit, tiens, ça ne se passe pas comme ça. Monsieur le Président, je vous lis en substance ce qu'il a dit. En raison de la séparation des pouvoirs, une demande de levée d'immunité parlementaire ne peut être requise par le Président de la République. Elle doit émaner de l'autorité judiciaire, en l'occurrence le parquet général, et être transmise par le garde des Sceaux à l'Assemblée nationale. Et cette remarque a été aussitôt prise en compte. Et vous avez vu, comme vous l'avez notifié, le dossier suit son cours, et les enquêtes, en tout cas, tout se poursuit très bien. L'homme a été écouté plus d'une fois. Et aujourd'hui, c'est heureux, la commission d'enquête Bissupier a déposé son rapport. On attend lundi pour voir le rôle que l'Assemblée nationale aura à jouer. Tout le peuple a les yeux tournés vers cette Assemblée qui finalement va décider du sort de Barthélemy Cassa. Mais ça, ce n'est qu'une première étape, parce que l'homme est, s'il était comme une porte, il est doublement verrouillé, sécurisé. Il est ultra sécurisé. Il est sécurisé par qui, par quoi? Non, pas les tests. Les tests sont clairs. Un député, ça ne se traduit pas n'importe quoi. Un ministre non plus. Aujourd'hui, l'Assemblée va se prononcer sur la levée de son immunité parlementaire. Maintenant, l'Assemblée va finir par faire ça. Le juge va se prononcer. Maintenant, l'écouter. Parce que ce n'est pas encore gagné d'avance. Quand le juge va finir par l'écouter et dire, mais on peut poursuivre cet homme, comme on peut ne pas le poursuivre, eh bien, il reviendra à l'Assemblée. Et une fois maintenant, l'Assemblée va devoir dire, s'il faut, l'envoyer devant la haute cour de justice. Vous voyez, le chemin est encore long. La procédure est vraiment longue. Donc là, Mabalo, mais tel que ça se passe, on a l'impression que personne ne veut vraiment porter la responsabilité d'ouvrir cette boîte de Pandore. On a l'impression que les politiciens au Bénin ont tous des choses à se reprocher. Je vais d'abord dire que je n'ai pas la même perception de la politique. La politique, pour moi, ce n'est pas de la ruse. La politique, pour moi, ce ne sont pas des manœuvres dilatoires. La politique, c'est une science. Et je crois que, normalement, tout politicien devrait se réclamer de cette science-là et de savoir que c'est le service, n'est-ce pas, au plus démunis, je ne sais pas, le service public, je veux dire comme ça. Donc, les politiciens devraient être au service du peuple et défendre les intérêts du peuple. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas qu'au Bénin, c'est un peu sous tous les cieux. C'est vrai que les textes ont protégé les hommes politiques, notamment ceux qui se rendent coupables de faits que nous reprochons à Barthélemy Cassa, par exemple. Les échanges épistolaires sont à regretter dans un système comme celui du Bénin. Le président de la République devrait demander des comptes à tous ses conseillers juridiques. Avant justement d'envoyer des courriers. Absolument, parce que ces conseillers juridiques ne lui ont pas dit réellement quelle devrait être la procédure. Et heureusement que nous avons au niveau de l'Assemblée nationale un président qui est un homme de droit et qui a rappelé la procédure au président de la République, lequel président de la République s'est conformé très tôt à cette procédure en allant vraiment étape par étape tel que prévu par la Constitution. Mais nous sommes aujourd'hui, nous avons avancé dans ce dossier et il faut dire que le président, le moment venu, peut faire valoir sa bonne foi. Parce que il a respecté les procédures telles que voulues par l'Assemblée nationale. Il a montré sa bonne volonté à régler ce problème-là. Il l'a d'ailleurs dit récemment lorsque le chef de la mission diplomatique du Royaume-Uni a voulu quitter le Bénin. Le chef de l'État a rappelé sa volonté, n'est-ce pas, de voir clair dans ce dossier. Mais il ne peut pas aller au-delà de ça, le président. Parce que nous sommes dans un système de séparation de pouvoir. Lorsque le président a montré sa volonté, il faudrait que l'Assemblée nationale maintenant puisse arriver à lever l'immunité parlementaire du député concerné et à la justice maintenant de faire son travail. Oui, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir, personnellement. Oui, c'est justement ce que je voulais vous demander. J'avais beaucoup d'espoir au départ. Est-ce que vous pensez vraiment que ce gouvernement a la volonté d'aller de l'avant quand on initie par la suite une tournée pour constater l'effectivité de la réalisation du projet PPRD? Non, ça c'est des manœuvres, encore une fois, qu'il faut dénoncer. Moi, je n'ai pas regardé ça. Moi, je regarde plutôt le dossier à l'Assemblée nationale. Cela arrive à quoi? Le dossier veut-on démontrer maintenant que le projet a été réalisé alors qu'on a payé pour des audits? Un audit qui a coûté plus de 700 millions. Ça, c'est bien pour ceux qui ont envie, c'est pour ceux qui ont envie de regarder les différents comptes rendus de cette tournée. Moi, j'ai pas envie de regarder ça. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est comment le dossier se comporte. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. C'est d'abord comment le dossier se comporte au niveau de l'Assemblée nationale. C'est mon problème. J'avais beaucoup d'espoir parce que je m'étais dit que les députés tiennent l'occasion de montrer leur volonté également de lutter contre la corruption. Mais quand je vois la réponse du président de l'Assemblée nationale qui disait que, dans sa lettre justement, qui disait que qu'il espère que ce n'est pas le moment de faire la chasse aux sorcières et qu'il espère également que dans ce dossier-là, certains bénéficiaires qui sont encore tapis dans l'ombre seront détectés et punis. J'ai nettement l'impression que
la demande de levée d'immunité parlementaire ne va pas prospérer. Et je me renforce dans cette certitude lorsque je vois le point de la commission spéciale mise sur place. La commission spéciale a déjà remis son rapport au président de l'Assemblée nationale. Et ce rapport a dit quoi? Et ce rapport est pauvre. Il n'y a pas de charge directe contre le ministre. Et le gouvernement l'avait déjà dit dans le compte rendu du Conseil des ministres. On n'a pas relevé des flux financiers au profit du ministre. Donc, sa responsabilité morale seul est engagé. Mais on ne peut pas amener quelqu'un devant la haute cour de justice juste parce que sa responsabilité morale est engagée. Donc il n'y a pas de fait probant qu'on reproche au ministre. Quand vous avez un rapport d'une commission spéciale qui dit ça et qui ne se prononce même pas sur la levée de l'immunité parlementaire, la commission spéciale laisse le soin à la conférence des présidents de se prononcer sur ça, vous comprenez tout de suite. Donc vous voulez dire comprenez tout de suite vous voulez dire que cette affaire-là, je suis désolé pour les Hollandais, mais les textes au Bénin ici ne permettent pas d'aller très vite comme eux ils le veulent. Et j'ai bien l'impression, puisque dans quelques mois nous rentrons dans la spirale de l'élection présidentielle. Écoutez, je ne vois pas de solution avant la fin du mandat du président Bouli. Joël Yetondy, est-ce votre avis, c'est-à-dire que les responsabilités ne seront jamais situées dans cette affaire? J'ai aussi de la peine d'abord pour le peuple béninois. Et ça donne des frissons à la limite. Parce que, voyez-vous, vous n'avez pas besoin, dans ce Bénin-là, la ville ou la capitale économique, comme on l'appelle Cotonou, vous sillonnez quelques quartiers et vous vous rendez compte que la misère, elle est ambiante. Vous vous rendez compte que l'eau dont on parle est inexistante. Cotonou, je vous dis, même dans Cotonou, ce n'est pas sérieux. Et dans ce qui se passe, donc là, ma raison, ce dossier, on va faire la procédure. Et nos partenaires vont se rendre compte que oui, bon, on a la bonne volonté. Mais sans preuve, qu'est-ce qu'on peut bien contre l'homme? Le gouvernement a annoncé les couleurs. S'il n'y a pas de preuve, ça veut dire qu'il n'y a pas de détournement. Il n'y a pas de détournement, malheureusement. C'est ça. Mais l'agent... Mais la responsabilité du ministre. Les cadres qui sont là. Et vous savez très bien, ces cadres ne peuvent rien sans. Bon, en tout cas, nous ne sommes pas juges non plus. Et vous savez, les politiques sont très intelligents, je veux dire les politiciens. Mais comment est-ce qu'on pense même qu'on peut prévoir ou on peut prouver des flux financiers au profit du ministre? C'est pas possible. Les opérations comme ça ne se font pas par virement bancaire. C'est des contacts directs avec les personnes incriminées. Mais les cadres, eux, ils ont laissé des traces. Parce que la commission Kroll, qui a fait son rapport, a démontré que même sur les bureaux, il y a des cadres impliqués qui, par négligence, malheureusement, parce que justement, ils n'avaient jamais pensé qu'on viendrait les auditer. Par négligence, ils ont laissé des preuves. Et les gens ne peuvent se prononcer que sur des preuves. Mais avec le ministre, il n'y a pas de preuve. En fin de compte, ce seront seulement les cadres qui vont porter la responsabilité de ce détournement. Et ça, c'est important à souligner. C'est vrai qu'on vit dans une précarité qui ne dit pas son nom, mais il ne faut pas se leurrer. On mange à la sueur de son front. Il ne faut pas être vraiment trop pressé. C'est difficile, je reconnais. Hein, c'est difficile, comme on dit vulgairement, qui ne veut pas gagner 20 millions. Mais quand ça arrive, on est tenté. Mais face à certaines situations, il ne faut pas mettre toute sa vie en danger et celle de toute une famille. Parce que vous serez seul à répondre. Quand c'est de la fausseté qu'il s'agit, les cadres le savent. Il faut qu'ils refusent de continuer à signer des papiers du genre. Et quand l'autorité vous dit c'est à prendre ou à laisser, acceptez plutôt perdre votre poste que de faire ça. Mais ils vont rester en prison. Toute une carrière ou toute une vie. Eux, ils resteront en prison pendant très longtemps. Alors, dites-moi, Joël Yetondy, quelle image cette affaire peut-elle laisser du Bénin à l'international? Non, il y a longtemps que ça a laissé d'image d'un pays que moi je ne qualifie pas. Les gens ont constaté parce que ça, ce n'est pas possible. Et ce qui n'est non plus possible, la somme est trop importante. Que notre ministre d'antan n'est pas pu... Bon, il a constaté, a-t-on dit, mais il n'a pas réagi, il n'est pas mêlé à ça. Mais du fait de sa responsabilité simplement morale, qui n'est pas relevé les gens de leurs fonctions, que les gens continuent pas à travailler. La preuve, il y en a chez qui on a trouvé des dossiers. C'est ça, c'est impensable. Pour un chef, lorsque vous constatez qu'il y a mal donne, en même temps, vous tapez du poing sur la table. Ça manquait. Et rien que ça suffit pour écorner un peu l'image du Bénin. Mais le plus important, c'est de savoir aller de l'avant. Si on peut simplement tirer le son de ce qui vient de se passer, parce qu'en dehors de cette affaire, il y a eu d'autres affaires, qu'on nous a révélé par la suite. L'agent qui doit servir à préparer aux enfants, l'agent de cantine, que des instituteurs ont mis par devant eux dans la poche
parce qu'on a constaté que quand vous le faites, bon, au lieu qu'on vous punisse, on peut vous promouvoir. C'est ça qu'il faut éviter. Donc là, Mabalo, pour finir très rapidement. Même les cadres dont on parle aujourd'hui, la procédure de radiation de la fonction publique est très complexe. Elle a été très mal engagée. Voilà. Donc là aussi, on n'a pas encore trouvé la solution. Oui, mais comment on peut comprendre ce mélange? Parce que quand même, c'est l'administration, c'est le gouvernement, que le gouvernement aujourd'hui ne puisse pas connaître les tests pour punir en cas de corruption. J'ai toujours dit une chose. Lorsque on ramasse le pouvoir, et ça, excusez-moi de le dire, sans lutte, sans haute lutte et sans expérience, n'est-ce pas, il y a des conséquences. Il y a beaucoup de personnalités qui ont accédé à des fonctions administratives sans connaître le minimum en termes de gestion administrative. C'est fondamental. Ils auraient pu apprendre pendant vous savez, ils auraient pu apprendre, c'est vrai. Ils ont des collaborateurs qui ont de l'expérience. Nous sommes dans un système où même le principe... À quoi ça sert Attendez, écoutez-moi. Même le principe sacro-saint de la hiérarchie, qui est le principe dans l'administration, n'est pas respecté. Les gens qui sont promus ne sont pas ceux qui méritent d'être promus. Dans un système comme ça, vous n'avez pas de résultat. Mais je veux dire une chose, il ne faut pas qu'on diabolise le Bénin. Ce n'est pas le Bénin seul qui connaît de ces problèmes de corruption. Au Malawi, la corruption Android, elle est présente. Au Tchad, vous avez vu, au Nigeria. Mais c'est un mal, je dirais, congénital pour les pays africains. Mais un mal qui existe aussi en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Mais il faut trouver une solution. Et pour moi, la solution, c'est punir. Punir. C'est-à-dire que quand il n'y a pas un système de punition clairement défini, les gens pensent qu'ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Mais quand vous punissez, vous donnez l'exemple. Et lorsque les gens savent vraiment quels sont les risques qu'ils encourent, ils sont plus responsables. On peut réduire la corruption, mais l'éradiquer, pour moi, c'est pas simple. Mais il faut la volonté et il faut y aller. Et je crois que le Bénin n'a pas donné un bon exemple. C'est vrai que l'image de notre pays s'est écornée un tout petit peu. On va construire, on va essayer de tout faire pour reconstruire cette image-là avec le prochain pouvoir au-delà de 2016. Merci donc Lama Balo, merci Joël Yetondi, madame, monsieur. Ce sera tout pour cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. Nous poursuivons à présent avec le journal de l'économie. Ce sont les informations économiques du jour en Afrique et dans le monde entier.